tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. La différence. Le 17 mai 2018 va avoir lieu la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Le thème de cette journée sera les droits des personnes LGBT dans le monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans nos studios Cédric, qui appartient au collectif LGBT de Dordogne et qui a bien voulu accepter de nous parler de cette journée. Cédric, bonjour, merci d'être dans nos studios. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pour vous représente cette journée? Est-ce qu'elle représente un aboutissement? Est-ce qu'elle représente une étape dans la lutte que vous menez pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT? Bonjour. Alors tout d'abord, oui, ça représente une journée de visibilité parce que voilà, le combat pour les droits des personnes LGBT, c'est tout au long de l'année. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cette journée, avant que nous passions des thèmes plus généraux? Alors, pour cette journée, le collectif LGBT réitère son opération du passage piéton arc-en-ciel. Mais cette fois-ci, il s'agira d'un passage piéton pérenne, donc qui restera tout le temps. Et ensuite, il y aura l'inauguration de l'exposition sur les grilles de la préfecture des couples imaginaires d'Olivier Schiappa. Donc c'est qui est une création artistique. Voilà, de différentes célébrités qui posent ensemble en fait pour représenter des couples homosexuels. Oui, oui. Et quand vous parlez de passage piéton arc-en-ciel, ça veut dire qu'il y aura un passage piéton dans la ville qui sera identifié qui sera arc-en-ciel. Voilà. Ça sera au niveau de la poste sous l'arbre de la liberté en fait. Est-ce que vous pensez, puisque nous allons être amenés à parler un petit peu de l'évolution des mœurs et de l'évolution de l'opinion sur le problème LGBT, est-ce que vous pensez que, par exemple, l'arc-en-ciel, le symbole arc-en-ciel, est passé maintenant dans l'opinion et est clairement identifié comme étant celui de la cause LGBT? Oui, voilà, c'est assez devenu commun que le drapeau arc-en-ciel, alors, qui comporte 6 couleurs en fait, pour celui des droits LGBT, et c'est devenu assez commun. Voilà, ne pas confondre avec celui qui représente Greenpeace, mais avec les 7 couleurs. Oui. Et on a quoi? On a aussi les militants pour la lutte contre les violences en Palestine utilisent le drapeau arc-en-ciel aussi, mais à 7 couleurs. Nous, on est vraiment à 6 couleurs. Donc, Et alors, ces 6 couleurs, elles ont une symbolique précise? Elles ont une symbolique, mais je n'ai pas révisé mes leçons, je vous avoue, c'est pas bien. Alors, non, mais si je vous pose la question, c'est que le sigle LGBT qui vous identifiez, en fait, s'agrandit de plus en plus et devient de plus en plus complexe. Ouais. Et je me demandais si ça ne risquait pas d'induire les gens dans une sorte de perplexité, parce que... Non, en fait, les couleurs n'ont pas à voir avec soit lesbien, soit gay, soit bi, soit trans. Il y a une couleur qui représente l'art, une couleur qui représente la santé, une couleur qui représente la nature. Donc c'est vraiment cette symbolique-là qui est... D'accord, alors ça, tout ça, c'est des choses qu'il faut porter à la connaissance de l'opinion, parce que les gens se posent des questions de la même façon que pour LGBT, qui maintenant s'est vu adjoindre Q et I. Oui. Et quand on cherche des définitions de queer, en fait, on s'aperçoit que ça concerne, puisque ça n'a pas la signification que ça a dans la langue anglaise ou américaine, qui est un terme péjoratif pour désigner les homosexuels, mais qu'en fait, ça désigne toute personne qui refuse le modèle dominant hétéronormatif. Voilà, c'est ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu ajouter cette lettre à LGBT? Parce qu'en fait, sur les 4 lettres initiales, LGBT, lesbien, gay et bi, ça concerne vraiment une orientation sexuelle. Oui.
Alors que transgenre, c'est pas une orientation sexuelle, c'est une question d'identité. Donc déjà, dans le cycle primitif, ça ne concernait pas. Il y avait une ambiguïté. C'est pas une ambiguïté, ça ne concernait pas que les orientations sexuelles. D'accord. Et du coup, voilà. Concernant une personne, voilà. un groupe. Une question d'identité, de transidentité, voilà. Du coup, c'est pour ça que tout ce qui est queer, intersexe, transgender, on va avoir aussi. On a asexué, agenre aussi qui se rajoute. Du coup, voilà, ça concerne maintenant plus des questions d'identité que l'orientation sexuelle. Mais alors, c'est un petit peu compliqué parce que pour le I, c'est quand même quelque chose qui désigne un groupe qui, par le hasard de sa naissance, naît sans sexe défini et affirmé, et qui ensuite se trouve contraint, soit par sa famille, soit par les circonstances, d'en adopter un par des méthodes qui sont quelquefois extrêmement contestables. Voilà, mais du coup ça c'est pour les intersexes, mais on va avoir maintenant agenre. C'est des personnes qui sont nées soit hommes soit femmes, mais qui ne se considèrent ni homme ni femme. Alors là, on rejoint la définition de queer, alors. Puisque queer, non, ce qui définit queer, c'est une personne qui a une attirance pour n'importe quel... Mais là, c'est une question d'attirance pour queer. Oui. Que, à genre, ils se sentent vraiment ni homme ni femme. D'accord. C'est pas une question d'attirance. D'accord. Bon, ça, ce sont des nuances qui est important d'apporter. Autant de nuances qu'il y a de lettres, en fait, dans le cycle. Donc, en fait, le 17 mai, ce que vous souhaitez, c'est que l'orientation sexuelle reste une affaire personnelle et ne soit pas prise pour stigmatiser un groupe ou le discriminer. Voilà, exactement. On est des hommes avant d'être une orientation sexuelle, on va dire ça comme ça. Des hommes avec un grand H. Hein. Des hommes avec un grand H. Oui, là, vous faites référence à la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française, qui a écrit homme avec un petit h. Alors, ça a créé une ambiguïté qui a été extrêmement durable. Je suis pour qu'on écrive le mot femme avec un grand F, s'il faut. Très bien. Est-ce que ce qui s'est passé pour le mouvement LGBT, est-ce que vous pouvez le comparer à ce qui se passe actuellement, depuis presque bientôt un an, pour les femmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu d'un seul coup une prise de parole, une affirmation à la faveur d'incidents tout à fait regrettables, et qui a fait que les membres de ce groupe se sont mis à parler des discriminations qu'ils subissaient et ont porté le problème sur la place publique comme il devait l'être. Je ne sais pas si on peut comparer ça au mouvement, donc c'était Balance ton port, MeToo, et tout ça, parce que vraiment dans les femmes qui ont ce genre de problème assez grave, on peut retrouver des femmes lesbiennes en fait, ou des femmes bisexuelles, donc c'est vraiment Ah oui, là c'est la double peine. Alors. Là c'est la double peine, voilà, les problèmes LGBT peuvent se retrouver dans toutes les tranches de la population. Après voilà, ce mouvement qui depuis un an dure, je trouve regrettable qu'il s'est mis aussi longtemps à émerger, parce que voilà, tout le monde le savait, mais personne en parlait. C'était à la première qui allait oser et avoir le courage de le faire sortir. Donc, oui, ça, j'ai bien conscience d'avoir posé une question qui est peut-être pas tout à fait adéquate, dans la mesure où d'un côté on a affaire à un groupe qui représente la moitié de l'humanité, et d'un autre côté un ensemble de personnes qui ne représentent pas une majorité. Je pense même si ces contours sont assez mal définis. Comme vous l'avez dit, c'est ceux dont ces hommes-là qui profitent de leur position pour avoir ce genre de comportement. Il ferait mieux de se méfier, parce que c'est quand même la moitié de l'humanité. Donc quand la moitié de l'humanité va se mettre ensemble pour régler le problème, ça peut leur faire bizarre. C'est ce qu'on peut espérer. Est-ce que vous pouvez faire le point, Cédric,
sur la situation actuelle des homosexuels et des gens qui appartiennent, disons, à la mouvance LGBTQI, etc. Comme vous le disiez tout à l'heure, que vous aviez proposé, vous avez déjà adopté un sigle qui s'appelle LGBT+. Et là, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, personnellement, parce que ça permet d'englober et de rester quand même dans des limites d'une compréhension facile pour la majorité de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la situation actuelle dans le monde, puisqu'il est notoire qu'il y a des pays où l'homosexualité est un crime. Il y a des pays, un crime puni de mort. Il y a des pays assez nombreux, qui, si on additionne les pays où l'homosexualité est punie de mort et les pays où elle est punie de lourdes peines de prison, ça représente quand même plus de 30% de l'ensemble des pays du monde. Ouais. Alors du coup, voilà, officiellement, c'est 13 pays, je crois, où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Je dis bien officiellement parce que on sait des pays comme la Tchétchénie, par exemple, où les homosexuels sont tués ou envoyés dans des camps on va dire des camps de concentration. Voilà, c'est la peine de mort assurée là-bas, sauf que officiellement, c'est toléré et ils aiment les homosexuels. Ça va même très loin, puisque la personne peut être tuée par un membre de sa famille. Si vous êtes soupçonné d'être homosexuel, on a le droit de vous jeter du haut d'un immeuble. Donc voilà, il y a ça. Donc dans beaucoup de pays, malheureusement, on va... autant en France, il y a une amélioration des droits LGBT, de la considération envers les personnes LGBT, autant dans certains pays... on peut pas dire sous-développé, parce que la Russie est un pays développé. Les droits reculent en fait. Donc, alors il y a quand même une sorte de correspondance qui se fait. Les pays qui sont les plus rigoureux, voire les plus féroces à l'égard des membres de la communauté LGBT sont pour la plupart des pays totalitaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet entre le totalitarisme politique et puis l'intolérance, alors que dans les démocraties, c'est peut-être plus facile? Je sais pas, peut-être oui. Après, on sait très bien que même en France, des personnes politiques qui sont plus proches du totalitarisme russe que de la démocratie française iraient dans cette direction-là d'interdire et de maltraiter les personnes LGBT. Je citerai pas de nom parce que ça lui ferait trop de pub, mais... Vous pensez je pense je pense qu'il y a peut-être un... On va faire de la politique fiction, imaginons que ces personnes arrivent au pouvoir, et vous pensez qu'il... vous m'interrogez plus, je demande... je pars ailleurs, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Les autres pays, ceux où, entre guillemets, la politique à l'égard des homosexuels est moins rigoureuse, mais elle le reste, puisque ces personnes risquent de lourdes peines de prison. Quels sont ces pays? Vous allez avoir des pays africains, notamment le Maroc. Là, c'est lourd, parce qu'on parle de peines de prison qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années, voire 15 ans d'emprisonnement. Ouais, le Maroc, il y a des peines de prison, malgré ce que les gens peuvent penser. Il y a une différence faite entre l'homosexualité des touristes et l'homosexualité des Marocains. Il y a des pays en Asie, du côté de l'Indonésie et tout ça là-bas, où c'est la majorité... L'Indonésie est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Plus de 200 millions. Oui. Voilà, qui est très dur envers les homosexuels. Donc voilà, il y a ces pays-là. Il y a des pays, je crois, comme l'Iran, où c'est peut-être pas condamné à mort, mais il y a une période où on obligeait les homosexuels à devenir femmes. Donc voilà, il y a la peine de prison, mais il y a aussi la peine à côté, parce qu'il y a certains pays où on est chassé du territoire. Il y a d'autres pays où on est renié par sa famille, donc voilà, c'est assez dur. Donc, Vous pensez qu'il y a un lien entre l'emprise de la religion
et le refus de l'homosexualité. Si on considère que beaucoup de pays extrêmement rigoureux sont des pays musulmans, mais à l'inverse, vous avez des pays comme l'Ouganda qui sont des pays chrétiens, où l'emprise des évangélistes anglo-saxons est extrêmement forte, et où la législation contre l'homophobie est extrêmement rigoureuse aussi. Je pense pas qu'il y ait un lien avec la religion, c'est surtout l'interprétation qui est faite de cette religion-là. Autant que ce soit pour le catholicisme ou l'islam, voilà. Et moi, il me semble que, par exemple, dans le Coran ou dans la Bible, il n'y a rien qui interdit d'être homosexuel. Après, voilà, on sait très bien que c'est une interprétation qui est faite de la part de ces personnes-là. Donc, faut pas rejeter la faute sur la religion, il faut rejeter la faute sur les personnes qui interprètent la religion. Et là est la différence, et ça évite les amalgames, en fait. Oui. En se souvenant qu'il y a aussi à l'arrière-plan de ça une forte quand même dose d'hypocrisie, parce que si on considère, vous avez évoqué le Maroc tout à l'heure, on pourrait évoquer l'Arabie Saoudite aussi. Alors, malgré ça, quelle est votre interprétation des progrès qui ont été faits, au moins dans un pays comme le nôtre, de la normalisation des relations entre la population en général et les gens qui revendiquent leur appartenance au groupe LGBT? L'amélioration, c'est qu'on a quand même compris, nous les assos LGBT, qu'il fallait qu'on sorte et qu'on explique aux gens qu'il n'y avait pas que au moment des Gay Pride ou des marches de fierté, on va dire, qu'il fallait qu'on se montre. C'est tout au long de l'année où faut qu'on montre aux gens qu'on est une population comme une autre. Et c'est le seul moyen, de se fondre dans la masse, en fait. D'être visible toute l'année et non pas qu'à une certaine période, voilà. Et c'est ce que les assos LGBT font de plus en plus depuis plusieurs années. Donc voilà, je pense que les gens avaient une crainte du monde LGBT par manque d'informations. Oui, mais enfin, les gens, ils savent quand même que les gens qui appartiennent à ce groupe, quelle que soit leur orientation, sont des gens qui travaillent, sont des gens qui paient leurs impôts, sont des gens qui aiment, sont des gens qui souffrent, sont des gens qui n'aspirent qu'à avoir une vie normale. Ils savent, mais quand on leur parle que du mauvais côté des personnes LGBT, et il est normal que les personnes ne retiennent que ce qui leur fait peur, en fait. Donc à nous de leur montrer que les peurs qu'on veut leur faire passer sont totalement infondées et irrationnelles, et que on n'est pas un danger de la République. Alors, ceci m'amène à évoquer une autre de vos activités qui est directement liée à l'information, et ceci très en amont, puisque vous faites partie, je crois, d'un groupe qui s'appelle Contact, une association qui s'appelle Contact, et dont vous allez nous parler, s'il vous plaît. Alors, Contact Dordogne, c'est une association qui est là pour aider à rétablir le lien entre les personnes du monde LGBT et leurs familles, leurs amis, leur entourage, qu'ils soient amical ou professionnel, en fait. Et on fait ça à travers différentes actions. Il y a des groupes d'échange et de parole qui ont lieu une fois par mois. Il y a des interventions au milieu scolaire, il y a des ciné-débats auxquels on participe. Des manifestations où il y a des tenues de stand, des choses comme ça. On a vraiment quelque chose d'axé beaucoup sur la famille et sur l'entourage. Donc il s'agit d'informer en amont, d'informer les gens qui peuvent être à la recherche d'informations. Imaginons une famille tout à fait adhérente à l'hétérosexualité dominante, et dont un membre de la famille devient clairement et d'une manière affirmée homosexuelle. Cette famille se pose des problèmes parce que c'est une situation qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle peut trouver auprès de vous... Alors il ne devient pas, il l'assume. Oui, il l'assume. Voilà. Il l'assume. Sinon ça va donner du grain à moudre à certaines personnes. Je vous remercie, oui. Mais il peut aussi
tout en faisant partie de ce groupe, et ça c'est la grande ambiguïté aussi, devenir une personne d'un sexe particulier. Si on considère le problème de la minorité des intersexués, qui sont des gens qui naissent sans sexe affirmé. Voilà, mais là, du coup, pareil, il ne faut pas confondre l'orientation sexuelle et le sexe, et la question d'identité. Après, voilà, on peut être amené à recevoir on peut recevoir des fois, il n'y a pas longtemps, on a reçu des parents dont le fils leur avait annoncé son homosexualité. Voilà. Et du coup, ils se posaient des questions, ils avaient des craintes pour leur fils par rapport à l'homophobie qu'il y a et tout ça. Oui. Ils n'avaient pas peur de leur fils, ils avaient peur pour leur fils. Pour leur fils. Donc voilà, après on peut aussi avoir des personnes qui, sur nos différentes tenues de stand, qui viennent nous faire comprendre que on est hors norme et tout ça, mais on les accueille avec un grand sourire et des bonbons Et alors, c'est les personnes, ces personnes-là, enfin, j'espère que vous n'avez pas que des bonbons, mais c'est des arguments. On a des arguments surtout. Mais ces personnes ont quel type d'argument ? L'argument, c'est que on leur a appris que c'était un homme, une femme et pas autre chose. Oui. Et voilà. Ça, c'est l'argument qu'on a le plus, donc on les laisse finir et on leur montre que nous, on a d'autres arguments, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme en même temps. Voilà, il y a le triolisme aussi. Et qu'il en a toujours été ainsi. On leur rappelle aussi, fut un temps qu'au moment de l'Antiquité gréco-romaine, pour devenir un homme, il fallait se faire sodomiser. Donc, et ça fait partie des cours d'histoire qu'ils ne retiennent pas, bizarrement. Oui. Il n'y a pas très longtemps qu'on en parle quand même dans les cours d'histoire. Oui, enfin on n'en parle pas assez d'ailleurs, mais on leur rappelle quelques points historiques comme ça. Ouais. Mais voilà, les parents qui viennent vraiment chercher un réconfort et nous demander comment il faut qu'ils s'y prennent avec leur enfant, de peur d'être maladroit en fait. Oui, bien sûr. Parce que j'imagine que pour beaucoup de parents, c'est une situation totalement inédite. C'est plus facile à gérer quand ça se passe chez les autres, en fait, que quand ça se passe chez soi. En fait. Oui. Et c'est ce qu'ils nous disent tous. Ils aiment leur enfant, et tout ça. Mais par contre, couper les ponts. Ça leur fait bizarre et ils ont peur d'être maladroits dans leur comportement et tout ça. Dans le cas de cette famille qu'on a reçue il n'y a pas longtemps. Après, des fois, on reçoit que la maman parce que le papa veut rien entendre. Et ça, donc voilà, c'est... D'accord. Ça sert beaucoup de réconfort. Et on peut aussi recevoir, des personnes, ou sur nos stands, d'avoir des personnes qui nous disent, je veux annoncer que je suis homosexuel ou bisexuel à mes parents, comment je dois faire. Comment je dois m'y prendre, oui. Voilà, là, on leur explique que ça se fait pas forcément comme ça et qu'il peut éventuellement y avoir des conséquences... au moment de l'annonce, surtout pour les personnes qui habitent encore chez leurs parents et tout ça. Et ça, vous recevez une formation pour ça, ou bien vous le faites à la lumière de votre expérience ou de l'expérience d'amis Dans Contact, on a la possibilité de faire une formation à l'écoute. On le conseille vivement à tous nos adhérents. Ceux qui vont gérer les groupes d'écoute et de parole, il faut à minima qu'ils aient la formation écoute, mais on privilégie aussi au maximum l'expérience personnelle en fait. Oui. Parce que pour nous, c'est le meilleur apprentissage. Oui. Enfin, c'est quand même très délicat. Mais alors, quand vous intervenez en milieu scolaire, vous intervenez à la demande des établissements Alors, il y a les deux. Là, on a eu une subvention il n'y a pas longtemps de la DILCRA, donc on va pouvoir faire un peu plus d'IMS. Et gratuitement, on va dire, avant on se faisait défrayer, là on ne facturera, on va dire, que les frais de déplacement. Mais voilà, c'est pareil, on va se proposer dans certains lycées où on sait qu'il y a des soucis d'homophobie et où les infirmières scolaires nous ont appelés. Mais voilà, on se propose aussi dans tous les lycées parce qu'on ne veut pas faire du sectarisme. D'accord. Alors, Cédric vient de prononcer le mot de DILCRA. La DILCRA, pour nos auditeurs, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. C'est donc un organisme gouvernemental qui coordonne la lutte contre les discriminations
de tout genre. Et auparavant, l'acronyme était DILCRA, et maintenant c'est DILCRAH, puisqu'on a ajouté l'homophobie à juste titre comme une des formes les plus néfastes de discrimination existant dans notre pays. Cédric, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau de la situation de la Dordogne en matière d'homophobie? Comment ça se passe dans notre département, qui est un département rural quand même, encore, pas très urbanisé? Quel regard portez-vous sur la situation locale? Alors sur la situation, voilà, je reviens toujours sur le manque d'information de la population. Par manque d'information, on peut avoir un regard avec on va dire, 5 à 10 ans de retard et tout ça, mais ça c'est dû au monde rural. Enfin, il y a des gens qui sont isolés dans les campagnes, du coup, qui sont encore dans leurs normes d'antan, on va dire. Après, en termes de chiffres sur les actes homophobes et tout ça, l'année dernière, on avait justement la chef de la sécurité publique de Dordogne qui était là et qui disait en fait il n'y a pas de chiffre précis. Officiellement, il y a eu 2 jugements pour propos homophobes. Oui. Donc, et après, il y a eu des choses qui se sont réglées devant le médiateur de la République. Et là, ça devient plus compliqué à connaître les chiffres. Donc, vous manquez de données chiffrées Oui, parce qu'il y a beaucoup de données, on va dire, au niveau régional, et encore, c'est très limite. Mais département par département, on a du mal à y accéder. Oui. On va avoir plus de chiffres en Gironde parce que Bordeaux, c'est une grande métropole et c'est plus concentré et les gens ont plus l'habitude d'aller porter plainte quand il y a un souci. Oui. Ça, c'est ce qui manque encore en Dordogne. Les gens qui sont victimes d'homophobie n'ont pas aussi, grande ville, voilà, c'est ça. Les gens n'ont pas ce réflexe-là de se dire quand ils sont traités de sales PD ou de sales lesbiennes qui sont bousculés et tout ça. Quelquefois, les gens ne savent même pas que c'est devenu un délit. Voilà, c'est ça. Et du coup, les gens n'osent pas en se disant si je vais au commissariat pour porter plainte parce qu'on m'a traité de sale PD et tout ça, on va se moquer de moi. Ce qu'il faut avouer peut être le cas si on arrive au mauvais moment au commissariat, on peut nous dire de revenir plus tard parce que... Oui. Voilà, ça faut être honnête, ça arrive. Sachant qu'ils ont une obligation de prendre la plainte. Oui. Là, du coup, pour plus de renseignements, j'invite les gens à aller voir le site de l'association FLAG. Oui. Qui était venu l'année dernière aussi et qui a tous les renseignements sur leur site pour ça, en fait. Mais au niveau national ou au niveau local? Alors, c'est une association nationale. Ils viennent 2 à 3 fois par an dans le département pour faire des préventions à l'école de police. Oui. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vraiment une association de policiers. Oui. Enfin, policiers et gendarmes maintenant. Mais voilà, sur leur site, c'est vraiment très complet, les droits qu'on a quand on va au commissariat pour porter plainte pour homophobie. Voilà, flag.com, et voilà. Là-dedans, on a des informations concernant les actes homophobes. Il y a les textes de loi qui montrent que les gens sont obligés de prendre notre plainte quand on arrive pour porter plainte. Malgré ce manque de données, est-ce que vous avez l'impression, avec le recul que vous avez, d'une évolution favorable dans l'opinion publique ou est-ce que la fréquentation de différents milieux vous incite à le penser, ou au contraire que c'est une situation qui se dégrade comme elle se dégrade dans d'autres domaines de la discrimination, parler récemment de l'antisémitisme par exemple? Je pense que d'un point de vue général, ça s'améliore, il faut être honnête, ça s'améliore. Le peu de personnes qui restent homophobes, c'est déjà beaucoup, mais eux sont des radicaux, en fait, sont plus forts dans leurs propos ou dans leurs gestes. Après, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout, faut que chacun reste à sa place aussi, tant que
faut pas exagérer non plus les comportements, que ce soit les radicaux ou nous les personnes LGBT. Voilà, on est des personnes comme des autres, on est des personnes normales. Donc voilà, on mène une vie normale. Après, faut pas exagérer le mouvement LGBT en démonstration comme on peut le voir dans les médias. Voilà. Oui, mais enfin bon, ça c'est même en vous faisant admettre comme une composante normale de la population, normale entre guillemets bien entendu, il n'y a pas de raison non plus que vous renonciez à exercer les droits légitimes qui sont les vôtres. C'est pas renoncer à exercer nos droits, c'est vraiment nous, voilà, on sont dans la masse, les personnes dites normales sont-elles on va dire majoritaire. Voilà, on défend nos droits comme toute personne peut défendre ses droits, mais pour tout en fait. Oui. Donc voilà, c'est ces droits reconnus. Quand moi je vais au commissariat porter plainte pour homophobie, ok c'est pour homophobie, mais j'y vais pas en tant que personne LGBT. J'y allais en tant que citoyen. J'y vais en tant que citoyen en fait. C'est ça qu'il faut faire passer. Voilà. Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. De tous ces éclairages extrêmement intéressants sur ce mouvement LGBT, sur ses perspectives, sur ses aspirations légitimes. Et puis, grand succès à votre journée du 17 mai. Merci. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.